Merci, Lucas. Je parlerai allemand puisque toutes nos interventions sont traduites en simultané en français. D'ailleurs, d'ores et déjà, un grand merci aux interprètes d'assurer ce lien linguistique. J'ai 10 minutes, quart d'heure devant moi pour parler du sujet qui vient d'être présenté. Et j'espère pouvoir décrire dans les grandes lignes de quoi est faite cette loi sur les voies cyclables. Au niveau du trafic individuel, les champs d'action sont toujours les mêmes. On a l'être humain, l'infrastructure, le financement, les données. Il y a un mélange à trouver, un équilibre à trouver. On a ces différents champs d'action qui caractérisent le trafic individuel. À titre d'exemple, je peux parler de l'être humain qui doit passer par des formations continues, notamment pour ce qui est des chauffeurs de poids lourds. Pour le vélo, ça n'est pas encore le cas, mais peut-être que ça viendra, nous verrons. Pour ce qui est des données, l'enjeu, c'est la qualité, mais c'est aussi la sécurité des données. Et je dois dire que la Suisse assure une grande sécurité sur ces routes à titre international, à l'échelle internationale. Nous avons des statistiques qui sont heureusement positives à cet égard. Reste qu'il y a des accidents, nous devons connaître les origines de ces accidents. Sans cela, nous ne pourrions pas agir sur les bonnes bases et au bon endroit. Le FRU essaye d'agir dans ces 5 champs. C'est notre mandat politique. Et pour ce qui est de l'infrastructure, par exemple, c'est vrai que l'OFRU n'a pas énormément de possibilités pour les infrastructures, mais nous allons également nous consacrer à cela. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le trafic individuel n'est pas quelque chose de purement raisonnable, c'est aussi quelque chose d'émotionnel, et on le sait bien, on le sait parfaitement dans l'industrie, dans le secteur automobile. On l'a bien compris aussi pour ce qui est de la promotion des voitures électriques. Dans les années 1970, on misait sur le moteur à essence. Et bien maintenant, la Fiat Cinquecento passe en mode électrique. C'est pour jouer justement sur la corde émotionnelle. Sans émotion, rien n'ira de l'avant. On essaye de jouer la même tactique au niveau du VTT. On essaye vraiment de véhiculer des émotions positives. Nous avons un arrêté fédéral. On a eu un oui très majoritaire en septembre 2018. Et c'est réjouissant. Nous sommes convaincus que nous allons pouvoir jouer de notre influence sur la mobilité et avoir une évolution positive, y compris pour le VTT électrique dans le domaine des loisirs, mais de manière générale aussi pour les personnes qui se rendent à leur travail. Il y a un potentiel certain. Nous avons élaboré une loi sur les voies cyclables qui est passée en consultation. On a eu des retours et il y a 4 aspects principaux. Et je crois que le premier point, le plus important en tout cas, c'est la planification. Nous aimerions que, en l'espace de 5 ans, la Confédération soit obligée de planifier un réseau de voies cyclables en tenant compte aussi des routes nationales secondaires. On fait aussi un effort de communication, d'information dans les écoles. C'est essentiel pour la mise en pratique. C'est donc un autre élément clé. Le remplacement obligatoire n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, c'est simplement que dans le cadre d'une suppression, d'un réaménagement routier, nous, la Confédération, nous sommes obligés de veiller à un remplacement, idéalement, bien sûr, un remplacement qui soit meilleur que la situation précédente. Et ensuite, il y a encore la planification. Voilà donc les 4 éléments clés. On a encore des exigences supplémentaires.
Le financement, rien de surprenant, bien sûr. La loi sur les voies cyclables est une loi subsidiaire. La Confédération est responsable des routes nationales. Le financement pour ce qui est des cantons, des communes, ne peut pas être complètement négligé. Il y a donc une exigence supplémentaire à ce niveau-là, mais il faut bien veiller à séparer les choses comme le prévoit la Constitution. Donc, on n'a pas pu intégrer tous les aspects de financement dans la version de travail de la loi. Le plan directeur national est un autre point à signaler ici. Également un mot sur les délais de mise en œuvre. On ne voulait pas seulement avoir des délais de planification, mais également des délais de mise en œuvre. C'est un peu pareil que pour les protections anti-bruit aux 3 niveaux, communal, cantonal, fédéral. Donc, on a ce délai maintenant de 5 ans. On a une planification sur 5 ans et la planification qui a un délai de 20 ans. Donc, ça va donner, bien sûr, lieu à des discussions et c'est très bien. Viennent ensuite les installations pilotes. Là aussi, on doit impliquer les 3 niveaux. Et j'aimerais parler encore d'autres choses. Ça n'est pas une exigence qui a été soulevée, mais c'est quelque chose qui a été retenu pour la version définitive de la loi, mise en consultation. Souvenez-vous, nous avons pu reprendre 400 km de routes qui sont des routes de 2e, de 3e classe. Ça s'est fait au 1er janvier 2020. Et là aussi, se pose la question des infrastructures de voies cyclables. Initialement, la responsabilité devait rester au niveau communal ou cantonal. Eh bien, les choses ont été rediscutées, révisées. Et ces infrastructures, maintenant, font partie de notre responsabilité, de notre domaine également de financement. Donc, voilà encore un autre point supplémentaire. Petit point sur la situation, on a eu quelques formalités à régler. Le 19 mai 2021, le Conseil fédéral aura l'occasion, en principe, d'adopter le message. Ce sera ensuite au tour de Stéphane Engler de jouer. On va se faire remonter les bretelles ou pas, mais en tout cas, on aura des échanges qui vont mener à la mise en œuvre qui pourra enfin être décidée. Les moyens légaux dans le domaine des routes nationales sont une matière hautement intéressante. L'OFRU, c'est bien sûr les autoroutes, mais pas seulement. On a 2450 km d'autoroutes, mais on a aussi des routes de 2e, de 3e classe. Les autoroutes de 2e, de 3e classe sont assorties de tâches spécifiques, de désenchevêtrement aussi. Le long de ces routes nationales de 2e et 3e classe, il y a des voies cyclables, il y a des chemins piétonniers. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre sur pied un réseau, un véritable réseau. Et pour ce qui est des routes de 1re classe, c'est un peu une autre affaire. Presque, je suis convaincu que les projets pilotes, notamment dans le cadre des projets du PRODES, nous permettront de trouver des bonnes solutions pour le vélo. Un exemple que nous avons pu déjà réaliser avant la loi, on avait une situation qui était cauchemardesque pour ce qui est du désenchevêtrement, de la séparation. On avait le tourisme, le sport, le loisir, les bus, etc. Beaucoup de participants du trafic qui se marchaient, qui se roulaient un peu dessus. Autre exemple, Saint-Bernard, on avait une 3e voie vers le sud qui est historique, qui date encore
des années de guerre. Les véhicules avaient peu de puissance à l'époque, donc pour la montée, il fallait une voie supplémentaire. À l'époque, c'était une manière de faire. Eh bien, cette troisième voie, on n'en a plus besoin pour des questions de puissance de véhicules à moteur. On pourrait en profiter pour les mettre à profit pour la mobilité douce. Autres objectifs de la convention de prestation entre l'OFU, le DTEC et le Conseil fédéral, nous avons ici un ancrage. C'est très important d'avoir cette connexion avec le Conseil fédéral. On a deux groupes de prestations. Alors, quelques mots. On a le postulat de Thierry Burkhardt, conseiller aux États. Il est question des différents moyens de transport des engins. On a beaucoup de potentiel dans le développement des véhicules à 2 roues, à 4 roues. Le poids des batteries, par exemple, jouera un rôle déterminant. L'utilisation des énergies est un autre sujet en constante évolution. Est-ce qu'on pourra autoriser les monowheels, par exemple? Voilà autant de questions qui nous accompagnent. Eh bien, nous sommes en échange avec les conseillers nationaux, avec les conseillers aux États, mais aussi avec les organisations privées spécialisées, avec les fédérations cyclistes, avec les villes aussi, pour être sûr qu'on a une même façon de voir les choses. On a une vue d'ensemble qui a pu être réalisée. On essaye maintenant d'avoir 2 ou 3 variantes avec des modèles par zone, par exemple. Celui qui est le plus lent impose sa cadence. C'est ce qui pourrait voir le jour dans les centres-villes. C'est une des discussions qu'on mène actuellement. Je l'avais dit d'entrée, l'être humain est une des parties prenantes. L'être humain est même au centre de tout. On a 3 critères, finalement, qui dictent aussi le ton dans les discussions. On a, au niveau de la sécurité, la vitesse et le poids. Au niveau de l'espace, la largeur, c'est important pour les voies de circulation, mais aussi notamment pour le cargo. Mais puisqu'on parle de l'être humain, il y a une grande question à se poser, c'est celle de la cohabitation au centre-ville, ailleurs. Pour le centre-ville, on a le modèle par zone. Et pour ce qui est de ces situations de manière générale, on a 3 catégories. On a les surfaces, les zones destinées aux piétons, à l'exception bien sûr des aides pour personnes âgées qui sont dotées de roues ou peut-être de kickboard, etc. On a ensuite la mobilité douce et la mobilité plus rapide. Et la cohabitation est aussi un grand sujet dans le domaine de la randonnée. La coexistence, la cohabitation est un autre maître mot. Nous avons donc des brochures, des supports pour sensibiliser la population. Nous pourrons en faire davantage encore avec la loi sur les voies cyclables. On a des outils de planification, on a des instruments pour sensibiliser, pour communiquer. Ça s'adresse aussi aux touristes, bien sûr, qu'ils se promènent dans les Grisons ou dans l'Oberland bernois. Le public est large. Je crois qu'on a fait un pas en avant aussi en termes de sécurité. Je pense notamment à la révision de l'OCR, de l'OSR. On a 3 points qui sont importants aussi pour ce qui est de la révision de la LCR. On a un tachymètre obligatoire pour les vélos électriques. On a les feux de circulation diurnes pour les vélos électriques. C'est extrêmement important, on le sait, de Via Sicura. Ces feux de circulation, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment essentiel. Et il y a aussi le port du casque obligatoire sur les vélos électriques lents, entre guillemets. Certains trouvent que ces mesures ne sont pas forcément
indispensable, eh bien, je vous invite ou j'invite ces personnes un peu sceptiques à discuter avec un chirurgien de l'hôpital de Lille et je pense que les personnes sceptiques seront vite converties et verront toute l'utilité de ce genre de point. Alors, je sais que ça n'est pas vu d'un très bon œil partout, mais cela est vraiment essentiel. Les locataires de vélos ont des doutes par rapport à l'obligation du port du casque. Il y a des doutes au niveau de l'hygiène aussi, mais je pense qu'on peut trouver des solutions. Ce que j'aimerais retenir enfin, c'est que nous faisons tout et plus encore pour que le vélo électrique, trouve sa place et soit promu dans les loisirs, dans le cargo et dans les transports de manière générale. Merci beaucoup de votre attention. Je donne la parole à Lucas.